messieurs, bonjour et bienvenue dans cette quotidienne, donc la dernière de la semaine. Pour notre rubrique C'est Sport, aujourd'hui on parle de boxe thaï. Ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, aujourd'hui on parle des maladies de la peau avec Anna Chiron. Et enfin, donc pour notre rubrique La science et nous, aujourd'hui on voit les nouvelles technologies pour nos seniors avec Mara Lourde. Et enfin, je vous propose de retrouver donc notre invité du jour. Le plaisir de recevoir aujourd'hui Anthony Nagégé. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des leaders du groupe Solidal, donc merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Solidal, c'est qui? C'est quoi? Vous venez d'où? Vous êtes originaire d'où? Quel genre de musique vous faites? Alors le groupe Solidal, c'est un groupe qui a été créé en 2012 et on est les enfants pour la plupart des musiciens, des membres du groupe, on est les enfants de Pierre Hidal, les neveux, les nièces. Et c'est parti sur une idée simple, c'est qu'on voulait créer notre album pour faire honneur à nos papas, qu'ils ont œuvré dans le groupe Hidal. D'accord, donc du coup tu parles justement de Hidal. Pourquoi ne pas créer votre propre style? On va dire que Hidal c'est votre idole, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. On a été, depuis petit, on a été bercé par la musique d'Hidal. Et c'était pour nous logique de vouloir lui faire honneur à notre tour, parce que le goût de la musique est venu à partir de ses compositions. Et donc leur faire honneur, leur montrer que sans prétention, on voulait faire de la musique. Et leur montrer que nous aussi, on aime la musique, que quelque part c'est un peu grâce à eux. Alors après avoir écouté une partie de vos chansons un peu sur YouTube ou chez nos confrères d'Océane FM, donc le folk c'est justement un style de musique que vous avez exploité à fond, le Kaneka un peu moins. Est-ce que c'est un choix? Oui, on va dire que c'est pas un choix volontaire. Si on part du fait que à une certaine époque, Hidal jouait de la musique où c'était plus les paroles qui faisaient la différence plutôt que le côté musical ou instrumental. On est parti de ce principe-là et on a voulu faire de la musique pour parler d'amour, par exemple, parler des personnes qu'on regrette, qui ne sont plus là aujourd'hui. Et c'est dans cette optique-là qu'on a décidé d'utiliser plus le folk que le Kaneka, parce que peut-être que beaucoup de groupes utilisent le Kaneka aujourd'hui pour parler pour aborder des sujets d'actualité. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est simplement parler d'amour, vu que pour Hidal, c'est le fil conducteur et on s'installe seulement dans la continuité de ce qu'ils ont déjà créé, nos papas. Alors toujours pour parler du groupe, on peut entendre la sublime voix de votre sœur, donc les garçons aussi d'ailleurs, de belles voix. C'est une qualité que vous avez voulu mettre en valeur dans cet album? Oui, déjà parce que voilà, c'est un peu balancé, parce que quand on fait de la musique, il faut un certain niveau. Après, il y a un très haut niveau parce qu'on vit de cet art-là, de la musique. Mais à partir du moment où on fait de la musique par passion, travailler sa voix, c'est une manière de montrer le respect qu'on a pour la pratique de la musique. Donc on montre à la fois que c'est une passion et qu'on ne vient pas sur une scène juste pour jouer de la musique, mais pour montrer qu'on a travaillé et qu'on essaie du moins de faire du bon travail. Alors, après, pour faire de la musique, il faut être invité, on va dire ça. Est-ce que c'est difficile de se faire une place quand même sur la scène calédonienne ou de faire un album par exemple? Après, je pense que c'est difficile de faire un album dans le sens où on part sur l'autoproduction. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, financier, et le résultat il est peut-être pas au bout de ce qu'on attend. Mais je dirais que voilà, que ce soit faire un album ou même se produire sur une scène, que ce soit sur Nouméa ou Grand Nouméa, c'est très difficile. J'ai envie de dire que le réseau musical aujourd'hui en Calédonie, il sature un peu. Et il faut peut-être changer de façon de voir les choses pour la musique. Alors Anthony, beaucoup de remix aujourd'hui. Est-ce que le Kaneka n'est pas en danger?
Si, j'ai envie de dire qu'il est en danger parce que le Kaneka, c'est la musique de Nouvelle-Calédonie et c'est ce qui connaît le plus de succès ici en Calédonie. Et donc avec les remixes, ça risque de faire changer beaucoup de choses au niveau du plan musical. Alors avant d'écouter un extrait de votre album, donc tu as emmené aujourd'hui avec toi une pochette. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cet album? Oui, donc la pochette c'est avec tous les titres, on a fait 10 pistes et donc vous avez une face qui est dédiée à mon père, Albert Nagégé, et on a une autre face aussi de l'autre côté pour les musiciens. D'accord. Et les textes, c'est vous qui les faites, l'inspiration et tout? L'inspiration et les textes, on est deux, ma sœur et moi. On s'est partagé donc 5 pistes et ça fait partie donc des 10 pistes qui composent l'album. D'accord. Alors on va parler du titre vite fait qu'on va lancer aujourd'hui. Tribulation, c'est quoi exactement? La tribulation, c'est quand une personne qui est croyante, sa foi est mise à l'épreuve, elle se met à prier pour essayer de retrouver la force d'avancer. Merci Anthony d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Allez, je vous propose donc d'écouter cet extrait donc, du groupe Solidal, Tribulation. Les étoiles brillent dans leur splendeur. J'étais seule dans le noir, je chantais à chaudes larmes. Je voyais défiler toute ma vie, mon enfance et jusqu'à ces moments et aujourd'hui. Mileng et cœur Nazalupine ichi achini men Rapo helai mileng Asani jati kulichi chideng Oh mileng et cœur Nazalupine ichi achini men Rapo helai mileng Asani jati kulichi chideng Quand le désespoir s'empare de ma vie, tous mes espoirs se tournent vers toi, mon Père. Socle de ma vie, tu es la lumière de mon âme. Auprès de tes ailes, je me réfugie. Éloigne de moi ce qui m'emmène en perdition et élève-moi dans ta gloire. Reçois de mes lèvres et de mon cœur toute la majesté de ta grandeur. Oh, mileng et cœur Nazalupine ichi achini men Rapo helai mileng Asani jati kulichi chideng Oh, mileng et cœur Nazalupine ichi
chichilimel Rapo alaimile Asani jati kulichili chichile Bonjour Jamie, on en parlait la semaine dernière, ça bouge en Muay Thai, la preuve on en reparle aujourd'hui dans ces sports. C'est ça, bonjour Elise et bonjour à tous, on ne s'entraîne pas pour le plaisir. C'est une parole de Jean Nassil, le président de la Ligue calédonienne de Muay Thai. Donc une phrase qui en dit long sûrement sur les nouvelles intentions du nouvel exécutif tout juste créé le 24 juillet dernier. L'équipe de Jean-Claude Nassil enchaîne les manifestations justement pour favoriser le développement du Muay Thai. Il y a d'abord eu cette formation, donc 7 jours pour devenir officiellement entraîneur de Muay Thai. Alors un stage suivi auprès d'un formateur de l'Académie française de Muay Thai. Voilà, en effet, venu spécialement en Nouvelle-Calédonie justement pour cette formation. Alain Thillot qui a proposé justement à la clé de cette formation un brevet fédéral qui donne le statut d'entraîneur. Donc en métropole, il faut savoir que la discipline a tendance à se perdre parmi les autres arts de combat et d'opposition à l'image du judo ou encore du taekwondo, comme c'est aussi le cas ici en Nouvelle-Calédonie. Mais avec la création de cette nouvelle ligue exclusivement dirigée vers le Muay Thai, il y a là de bons arguments pour démarrer une belle saison. Élise, on écoute tout de suite la réaction de Jean-Claude Nassil, le président de la nouvelle ligue calédonienne de Muay Thai. Ce qu'on recherche, c'est essayer de multiplier le nombre de clubs sur le territoire et le nombre de combattants qui s'expriment sur les rings calédoniens. Après, il faut aller s'exprimer en international, mais déjà s'exprimer en local pour que nos concitoyens puissent apprécier la technique de nos jeunes. C'est surtout ça. Voilà, donc après la formation des encadrants, place à la compétition. En effet, samedi 5 septembre, donc s'est déroulé le premier tournoi interclub et comme son nom l'indique, tous les clubs du territoire étaient attendus. Objectif, créer déjà un premier terrain de rencontre et d'échange dans un esprit bien entendu de compétition. Direction tout de suite la salle de Rivière-Salée. L'année dernière, il n'y avait pas du tout de combat. Il y a eu les championnats de France, mais autrement, il n'y avait pas de combat. Donc, à part celles qui sont organisées en gala, en interclub, il n'y avait rien. Donc, les combattants, ils partaient en championnat de France en ayant déjà un bagage en moins que les métropolitains. Là, ce sont des petits combats, ce sont des assauts. Donc c'est juste une histoire de réunir tout le monde et puis de faire en sorte que les combattants puissent avoir les meilleures chances au championnat de France quand ils iront au championnat de France en ayant un maximum de combats à leur actif. Nous, on a monté la Ligue il n'y a pas très longtemps, c'est en juillet. Et on est 5 clubs qui sont réunis au sein de la même Ligue. Et là, on essaie de faire des échanges pour essayer de faire un championnat en bonne et due forme. C'est pour ça qu'on a changé de fédération, parce qu'il y a une fédération où on est un petit peu amené à faire du full contact et du kickboxing. Là, sur cette fédération-là, elle est exclusive Muay Thai, et donc il y a un peu plus de coups qui sont portés. Et ça permet aux jeunes Calédoniens qui partent en métropole de ne pas être disqualifiés d'entrée.
Se calque sur le calendrier métropolitain qui a redémarré le 1er septembre. Et du coup, là, on a pris les licences. On démarre le championnat comme en métropole, qui démarre en septembre. Et normalement, c'est pour des championnats de France en mai. Donc, en fait, c'est pas du tout tard. En fait, nous, on n'est pas calqué sur le calendrier calédonien. La Ligue, en ce moment, elle fait tout pour donner les meilleures chances aux combattants calédoniens. Quand ils partiront en métropole, ils ont exactement le même nombre de combats que les métropolitains et une grosse expérience du ring qui leur permettra d'aller décrocher des titres nationaux. En boxe thaïlandaise, ce qui est autorisé, on peut dire que tous les coups sont autorisés, à part les coups dans les parties et les coups dans les yeux. Sinon, tout est autorisé, les coups de coude. Après, ça dépend d'où on se situe, à quel niveau on se situe dans la hiérarchie des championnats. Et là, il y a des coudes qui peuvent être enlevés, il y a des coudes qui peuvent être rajoutés. Sinon, à peu près, dans le Muay Thai, à peu près tout est autorisé. C'est parti dans un petit route tranquille là. C'est pour ça que je te voyais, tu t'excusais, tout ça. J'ai dit, c'est l'autre, il est dans le. Je pense que tout le monde s'est exprimé et tout le monde est content d'avoir fait des petits combats. Sachant qu'un boxeur qui s'entraîne, à un moment donné, il a besoin de savoir où il en est de sa boxe. Donc voilà, je pense qu'ils sont venus là, tous se sont réunis aujourd'hui pour essayer de savoir où ils en sont de leur boxe. Et quand la dernière fois, j'entendais dire qu'en Nouvelle-Calédonie, on s'entraîne pour du loisir. Quand on entraîne des gens en loisir, forcément, il y a du loisir. Les gens intègrent ça dans leur esprit et ils font du loisir. La boxe thaïlandaise, quand on entraîne des boxeurs pour faire des combats, les gens ils l'intègrent comme étant des combattants. Et donc du coup, là aujourd'hui, je pense que tous les clubs ont ramené leurs combattants et ça, le nombre augmente d'interclub en interclub. Avec nos combattants, on sait qu'ils ont du potentiel parce qu'en partant en métropole, en ayant un moins bon bagage que les métropolitains, on arrive quand même à ramener des titres. Et c'est ça veut dire qu'il y a un vivier qui est en Nouvelle-Calédonie. Et il faut structurer la discipline pour qu'on ait plus de champions en Nouvelle-Calédonie. Mais je pense que l'année prochaine, avec la structure qui s'est montée, je pense qu'on aura un peu plus de champions. Alors Jimmy, quels sont les prochains rendez-vous? Alors prochain rendez-vous donc pour les 5 clubs du pays, Élise, ce sera bien entendu le championnat de Nouvelle-Calédonie qui se déroulera en octobre prochain. Donc 5 rencontres de prévues avec attribution de points par catégorie et l'équipe qui engrangera le plus de points sera sacrée championne et décrochera en même temps son ticket pour les championnats de France qui, quant à eux, se dérouleront les 24 et 25 mai 2016. Voilà pour les rendez-vous à ne pas manquer. Merci Jamie et on te retrouve donc la semaine prochaine. Voilà, merci Élise, merci à tous et bon week-end à lundi. Quant à nous, je vous propose de retrouver Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Bonjour Anna, tu nous parleras aujourd'hui des maladies qui touchent particulièrement la peau, comme par exemple l'impétigo ou encore les furoncles. Salut Élise et salut à tous. On parlera effectivement de tous ces petits problèmes cutanés et surtout de ceux qui sont les plus fréquents ici chez nous. Et on verra tout cela avec un médecin généraliste d'un dispensaire. Et
il faut savoir que la peau, hein, c'est le miroir de nos émotions. Être bien dans sa peau, être mal dans sa peau, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit hein, tous les jours. Il est indispensable hein, de se sentir bien dans sa peau, mais quand ça n'est pas possible, hein, quand celle-ci présente des imperfections, ben c'est dur hein, d'être bien dans sa peau. Alors ces imperfections, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des réactions cutanées, comme des petits boutons ou des rougeurs. Et il faut savoir aussi que la peau est le plus vaste de nos organes, puisqu'elle représente environ 1,73 mètres carrés de surface, et ce qui représente 15% de notre poids corporel. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, question simple, pourquoi c'est important la peau et puis quel est son rôle? Le rôle de la peau, c'est de protéger l'organisme des radiations solaires et aussi de l'environnement. Et cette peau, elle est constituée de 3 couches qui sont superposées. Il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Alors pour revenir aux maladies de peau hein, que l'on retrouve ici, il y a l'albinisme qui est fréquent justement en Nouvelle-Calédonie. À quoi est due cette maladie? C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes hein, qui sont touchées par l'albinisme ici. Alors c'est une maladie qui se caractérise par une dépigmentation cutanée, capillaire, donc les cheveux, et oculaires, les yeux. Et c'est dû à une carence, hein, au fait, ou à l'absence de production de mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui donne leur teinte aux cheveux, aux poils, aux yeux et à la peau. Donc, comme ils n'en ont pas, du coup, c'est tout blanc. Et on le dit souvent, hein, les personnes albinos doivent justement éviter les expositions au soleil, car cela peut justement entraîner les cancers de la peau. C'est vrai qu'ils sont plus sensibles au soleil, donc plus à risque. Ils doivent se protéger du soleil pour éviter bien justement les cancers de la peau. Et puis, il y a une autre maladie hein, que je voulais citer, qui est assez rare, hein, qui s'appelle le vitiligo. Et c'est une maladie qui est chronique et elle se caractérise par des taches blanches, des pigmentations. Donc, ça fait comme des brûlures, tu vois, quand on se brûle, ça laisse des taches blanches après sur la peau. Et bien, voilà, les personnes qui sont atteintes de vitiligo, elles ont des taches blanches comme ça un peu partout sur la peau. Et c'est une maladie qui arrive, qui survient lorsque les cellules hein, qui portent les pigments, lorsque ces cellules meurent ou lorsqu'elles sont incapables de fonctionner normalement. Donc voilà, on est atteint de vitiligo. Et il y a une personne très connue qui est atteinte de cette maladie, qui est un top modèle qui s'appelle Winnie Harlow. Donc vous pouvez aller regarder sur Internet ou dans les autres supports médiatiques hein, pour avoir des infos sur elle et vous verrez ce qu'est le vitiligo. Et pour ce qui concerne l'impétigo et les furoncles, comment faire pour essayer justement de les éviter? Alors ça aussi, c'est très courant ici. Pour les éviter, eh bien, il y a des gestes simples à adopter au quotidien. Hein. Avoir une bonne hygiène pour commencer, une bonne hygiène cutanée. Donc il suffit d'utiliser de l'eau tiède et du savon qui a un pH neutre, voire légèrement acide hein, pour les personnes qui ont des peaux sèches. Pensez à hydrater sa peau avec une crème qui est adaptée évidemment à son type de peau, et puis avoir une alimentation saine, donc c'est-à-dire une alimentation variée et riche en légumes et en fruits. Et puis il faut changer hein, peut-être ses habitudes de vie. Important de dormir suffisamment parce que figure-toi Élise que c'est pendant la nuit que la peau se régénère. Donc si vous voulez avoir une belle peau, eh bien protégez-la et dormez. Et de plus, les spécialistes ils recommandent hein, aussi de pratiquer une activité physique. Hein. Voilà un peu pour ce qui concerne les conseils pour protéger et puis avoir une belle peau en bonne santé. Et moi, je te propose maintenant d'aller du côté du dispensaire de Touhaut à la rencontre du médecin. On voit bien entendu très souvent des furoncles, anthrax et autres pathologies, mais surtout des plaies qui se surinfectent et surtout de l'impétigo qui est très fréquent chez les enfants.
L'impétigo est une maladie importante parce qu'elle est liée très souvent à deux microbes qui sont le streptocoque et le staphylocoque. Et le streptocoque nous intéresse notamment particulièrement, c'est lui qui est responsable du rhumatisme articulaire aigu. Ça fait mal? Bon, j'essaie d'enlever ce que je peux et puis après le reste tu enlèveras à la maison. Okay. Quand tu te baignes aussi, tu frottes pour aider que maman elle fasse bien. Franchement, tu frottes bien pour mousser. On pourrait éviter un certain nombre de cas avec des règles simples. Toujours nettoyer les petites plaies et les boutons à l'eau et au savon. Impliquer un désinfectant et recouvrir d'un pansement, de manière à protéger la plaie. Laver régulièrement les mains de l'enfant et lui couper les ongles. Ça déjà, ces mesures-là doivent permettre d'éviter un certain nombre de cas. Un enfant qui a de l'impétigo ne doit pas aller à l'école parce qu'il risque de contaminer ses petits camarades. Raison de plus pour le soigner rapidement, pour lui éviter de manquer des jours d'école. On doit parler aussi des furoncles. Alors le furoncle, ça commence par une tuméfaction au niveau de la peau qui est rouge, souvent douloureuse, et qui va grossir progressivement. C'est à la base du poil que se passe l'infection, au niveau de ce qu'on appelle le follicule. Et cette évolution va se faire sur 5 à 10 jours. Ça va grossir, ça va devenir plus douloureux, et à un moment donné, il va y avoir suppuration, il y a du pus qui va sortir, voire un morceau jaunâtre qu'on appelle le bourbion, qui est la base elle-même du poil qui s'évacue, et il va rester un cratère. Donc il y a eu ce qu'on appelle une nécrose, c'est-à-dire une destruction de cellules à la base du poil, et c'est tout ça qui s'est évacué, et tout ça dû à un microbe, qui est en général un staphylocoque doré, et qui est responsable de cette infection. Ça peut commencer par une irritation locale, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une bonne hygiène des mains d'ailleurs. Le manque d'hygiène générale favorise les furoncles, mais aussi d'autres circonstances. L'obésité, les gens qui sont obèses ont plus de furoncles que les autres, et une maladie qui est le diabète, qui lui favorise aussi les furoncles. Les microbes aiment beaucoup le sucre. En général, un traitement local suffit quand il y a un seul furoncle et qu'il n'y a pas de complications. Les complications, ça peut être de la fièvre, ça peut être l'apparition de ganglions, une lymphangite, ça peut être une furonculose, c'est-à-dire une multiplication du nombre de furoncles. Quand ils sont en grand nombre, on va être obligé de donner un autre type de traitement. Ou ça peut être la réunion de plusieurs furoncles au même endroit qui donne ce qu'on appelle un anthrax, et qui est un peu plus difficile à soigner du fait du volume. La prévention découle de ce qu'on vient de dire, à savoir que l'hygiène est vraiment la chose la plus importante. Quand on peut contrôler son poids, c'est mieux, bien entendu, mais c'est difficile. Et le dépistage du diabète et le traitement du diabète est quelque chose d'aussi extrêmement important. Il est conseillé aux patients, lorsqu'ils ont un furoncle, de toute façon de consulter dans leur centre médical, de manière à ce qu'un dépistage puisse être fait, que les conseils puissent être donnés et que le premier traitement puisse être entrepris au ce même centre. Et donc on va mettre un antibiotique. Une petite précision aussi, pour en revenir au traitement des maladies.
chez nous, on utilise pas mal les plantes, hein, les plantes traditionnelles. Donc, un exemple avec la varicelle, hein, qu'on peut guérir, qu'on peut soigner en baignant les enfants dans des feuilles de corosol qui ont été bouillies. Et puis, je sais qu'on traite aussi les verrues, les furoncles, justement, dont on vient de parler, avec des plantes. Voilà, et de toute façon, que ce soit de la médecine traditionnelle ou occidentale, même en alliant les deux, on peut soigner justement notre peau, donc on va la protéger. Merci Anna, et puis on te retrouve donc la semaine prochaine. Avec plaisir et bon week-end à tout le monde. Allez, donc on découvre notre plat du jour dans notre rubrique Famo. Aujourd'hui, je vais vous préparer un salade de Tazar comme entrée et comme plat principal, spécialité de Belep, c'est Tazar enveloppé dans les feuilles de canne à sucre. Pour réaliser ma salade de Tazar, j'ai besoin de 4 morceaux de Tazar pour 4 personnes. Enlever la peau et les arêtes. Après ça, je fais mariner mes morceaux de Tazar dans du vinaigre blanc. Faire mariner pendant 30 minutes. Il faut bien couvrir le plat. Comme ça, la viande de poisson va être bien cuite pour la salade. Pendant que les morceaux de Tazar sont en train de mariner dans du vinaigre blanc, je fais ma vinaigrette qui accompagne le plat de Tazar. Les oignons coupés un petit dé. Et ensuite, j'ai besoin de moutarde, de l'huile et du vinaigre blanc. Une cuillère de moutarde, une cuillère de vinaigre et ensuite 3 cuillères d'huile. La vinaigrette est terminée. Pendant ce temps, on passe au plat principal, les morceaux de Tazar enveloppés dans les feuilles de canne à sucre. Pour ça, il me faut 4 morceaux de Tazar avec 4 feuilles de canne à sucre que j'enveloppe. On a appris avec nos grands-pères et nos grands-mères, ça a été une spécialité de chez nous, quoi, de Belep. Après ça, c'est juste à bouillir dans de l'eau, puis un peu de sel, puis de poivre. Bouillir pendant 30-45 minutes. Je mets ma marmite sur le feu, à feu d'eau. Pendant que le Tazar est en train de cuire dans les feuilles de canne à sucre, je reviens à notre salade de poisson. Pour cela, il me faut un pied de salade pour accompagner. Le pied de salade, je tire comme ça, je casse. Une, deux. Voilà mes 2 pieds de salade qui va accompagner ma salade de poisson. Là, je vais dresser ma salade de poisson. Pour redonner un peu plus de saveur à notre salade, je coupe mes feuilles de ciboule en petits morceaux. J'arrose mes poissons. Et voilà, ma salade de poisson est prête pour la dégustation. Et voici les spécialités de Belep. Tazar enveloppé dans les feuilles de canne à sucre, accompagné de l'igname de mouchan avec un entrée de salade de Tazar. Je vous souhaite bon appétit.
Salut Mara. Salut Elise, salut à tous. Entre 2000 et 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 ans va doubler pour passer d'environ 11% à 22%, ce qui fait en nombre absolu de 65 millions à 2 milliards de personnes de plus de 60 ans. En Nouvelle-Calédonie, nous ne sommes pas épargnés par le phénomène, évidemment, puisque depuis les années 90, la population vieillit et selon les projections démographiques qui ont été faites, eh bien, un habitant sur 5 aura 60 ans ou plus en 2030. Vous l'aurez compris, notre chronique d'aujourd'hui sera consacrée à nos seniors et plus précisément, puisque nous sommes dans la science, aux technologies qui sont développées spécialement pour eux. Oui, d'ailleurs, c'est un secteur qui est à la cote en ce moment, hein, économiquement parlant. Tout à fait. Les entreprises de la Silver Economy, comme on l'appelle, hein, ce sont donc l'économie qui est dédiée à l'avancée en âge de nos sociétés. Eh bien, ces entreprises l'ont bien compris. Et pour faire face à ce défi du vieillissement, des technologies sur mesure pour les plus âgés sont développées dans de très nombreux marchés, pour ne pas dire d'ailleurs tous les marchés, puisque ça va du site web à l'ergonomie simplifiée jusqu'aux robots d'aide à domicile, avec tout de même un même objectif en général, qui est de permettre aux seniors de rester le plus longtemps possible autonomes. Alors, qu'est-ce qui existe de nos jours pour faciliter la vie de nos seniors? Est-ce que, j'imagine qu'aujourd'hui, tu as des exemples à nous montrer? Oui, quelques-uns bien sûr, et je vais commencer par un système qui permet aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible dans leur propre logement, tout en respectant au maximum leur intimité. C'est le souhait évidemment de la plupart des personnes âgées de pouvoir rester chez eux, mais évidemment leurs proches s'inquiètent souvent par rapport aux risques qu'ils encourent. Donc une entreprise californienne a bien cerné ce problème et propose une solution à travers la domotique. Donc il s'agit d'un système de capteurs intelligents qui permettent de suivre avec bienveillance évidemment le suivi de l'activité d'une personne. On va regarder ça, le quotidien des seniors sous surveillance électronique. C'est parti. Chaque jour, Bill, 81 ans, et son épouse Dorothée, 80 ans, résidente à San Francisco, ouvrent leur pilulier, le frigidaire ou le four et ferment la porte de la salle de bain sous la surveillance de petits capteurs installés partout dans leur maison. Ces capteurs prennent des notes sur un journal de bord digital qui peut être piloté à tout moment depuis un smartphone. Ce système, installé dans leur maison, est destiné à aider des proches à garder un œil sur leurs parents âgés à distance et à les avertir s'il y a un changement dans leurs habitudes ou toute autre urgence. Ça permet aux gens d'avoir l'esprit tranquille et leur donne l'assurance que tout va bien pour leurs parents sans être trop envahissant. Il n'y a pas de caméra de surveillance ou de choses comme ça. Les capteurs peuvent être installés dans un large champ d'application, comme dans une boîte de médicaments, pour savoir si la personne âgée a bien pris son traitement. Ces systèmes utilisent des composants simples et peu chers, comme des accéléromètres qui savent quand un objet bouge, d'autres de petits capteurs d'énergie pour trouver l'électricité ou des circuits de contact qui préviennent quand une porte est ouverte ou fermée. Mais le suivi électronique soulève des questions sur la dignité et la vie privée. Je pense que les capteurs ont un super potentiel pour permettre aux personnes les plus âgées de rester indépendantes et chez elles plus longtemps. Mais il y a des défis à relever avec ces capteurs, en particulier en termes d'intrusion dans la vie privée. Le nombre de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer va augmenter dans les prochaines années et les soignants ne sont pas toujours disponibles. Dans ces cas-là, la technologie peut aider les personnes âgées à avoir une vie meilleure. Et pour la suite, tu nous parles justement d'un système pour faciliter leur déplacement. Oui, alors je vais vous parler d'un déambulateur. Bon, je vous l'accorde tout de suite. Rien que le mot, ça fait pas très envie. Personne, a priori, n'a envie de se promener avec un engin pareil, hein, qui reste plus stigmatisant et encombrant qu'autre chose à l'heure actuelle. Mais attention, le déambulateur pourrait très bien voir son image changer dans un avenir proche, en même temps que ses fonctions. De simples outils, il pourrait bien se transformer en véritable machine intelligente. Bien, ce serait bien, hein, ce serait une bonne chose que ça évolue, alors parce que certaines personnes ont vraiment besoin, mais bon, jusqu'à présent, ça reste un objet, on va dire, assez stigmatisant. Hein, tout à fait. En tout cas, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que des chercheurs italiens de l'université de Trente en Italie sont en train de travailler pour que cela change enfin. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils testent pour l'instant sur des volontaires un nouveau type de déambulateur, un déambulateur robotisé. Et donc, ce robot, hein, entre guillemets, il sert à aider les seniors à marcher, évidemment,
mais aussi à les orienter, à les conduire à bon port de façon absolument sûre grâce à des capteurs, des caméras, un écran et une connexion Wi-Fi. Il va analyser et enregistrer en direct différentes données qui vont permettre à l'utilisateur de trouver le bon chemin sans difficulté, ce qui va permettre d'éviter aussi, enfin de diminuer tout du moins le risque de chute. On va regarder ça en image, un déambulateur intelligent pour des seniors plus mobiles. C'est parti. Comment aider les personnes âgées à s'orienter plus facilement dans un environnement nouveau et inconnu? Au musée des sciences de la ville de Trente, dans le nord de l'Italie, Vittoria Basso, 91 ans, participe à une expérience scientifique inédite. Elle teste un tout nouveau modèle de déambulateur robotisé. C'est comme un GPS, comme le GPS que mon fils a dans sa voiture. Il me guide facilement, il m'aide à ne pas me perdre, il m'indique le bon chemin à suivre et je peux marcher sans crainte. Le déambulateur de Vittoria enregistre via une connexion Wi-Fi des informations dynamiques sur son environnement, lui permettant ainsi de se déplacer librement. Doté de capteurs, de caméras et d'un système de reconnaissance des obstacles, ce prototype entend redonner de l'autonomie aux personnes âgées. L'algorithme reçoit des données en provenance des capteurs situés sur le déambulateur. Il les analyse et suggère ensuite à Vittoria ou à tout autre utilisateur le parcours le plus approprié, le chemin présentant le minimum de risque de chute. Le système, par exemple, va aider à éviter les obstacles potentiels. Il indique aussi la présence de piétons qui n'auraient peut-être pas remarqué le déambulateur et son utilisateur. Ou un chien. Exactement. Où et comment cette technologie a-t-elle été en partie conçue et assemblée? C'est ici, à l'université de Trente, en Italie, que ce prototype a été équipé de technologies cognitives et de détection, ainsi que d'une interface homme-machine conviviale. Il a ensuite été testé par des volontaires. Avec ce déambulateur intelligent, vous vous sentez plus en sécurité sur le trottoir ou quand vous traversez la rue notamment. C'est une bonne chose de développer des systèmes comme celui-ci, que les personnes âgées peuvent acheter ou louer à un prix accessible. C'est vraiment super. L'équipe de chercheurs planche actuellement sur un modèle qui coûterait moins de 2000 €. Pas évident, reconnaît le coordinateur du projet pour un tel concentré de technologie, mais les idées ne manquent pas. Nous avons essayé de concevoir un produit financièrement compétitif. Les systèmes intelligents dont il est doté disposent ainsi de plateformes de calcul puissantes et bon marché. Le déambulateur a également la possibilité de se connecter à des signaux sans fil transmis par d'autres capteurs, des caméras situées dans son environnement proche, ce qui permet d'étendre la capacité de notre propre système à moindre frais. Ce déambulateur robotisé ne remplacera pas le personnel soignant. Il vient en complément. Par exemple, on pourrait utiliser ce type de déambulateur dans les maisons de retraite. Un seul et même soignant pourrait alors suivre et prendre soin de plusieurs douzaines d'utilisateurs de cette technologie. Ce déambulateur nouvelle génération pourrait être commercialisé d'ici 2 à 3 ans.
Voilà, c'est encore un prototype en phase de test, mais prometteur pour la Silver Economy. Tout à fait. Et pour finir, on s'intéresse à la téléphonie dédiée aux seniors marins. Oui, c'est une entreprise anglaise qui propose aux personnes âgées de faire fabriquer leur téléphone portable simplifié, personnalisé, adapté selon leurs besoins. En quelques clics, vraiment, ça se fait par Internet. Les personnes intéressées peuvent créer et commander en ligne leur propre téléphone mobile simplifié, entièrement sur mesure. Mais c'est-à-dire sur mesure, ils choisissent quoi exactement? Mais ils choisissent à peu près tout, hein. Ça va de la forme, en passant par la couleur, la matière, le clavier, les fonctions surtout, hein. Certaines fonctions peuvent être remplacées par des images qui mènent directement donc, à certaines fonctions. Les numéros peuvent être remplacés par la photo d'un proche. On peut préenregistrer 12 numéros de téléphone. Bref, je vais vous laisser plutôt découvrir cet objet à travers ce reportage, téléphone portable pour personnes très âgées. On n'est pas toujours à la recherche d'un téléphone de plus en plus intelligent, complexe et rapide. Pour certains, comme Joyce, qui va sur sa 90e année, un progrès technologique n'est pas forcément synonyme de facilité. Et pourtant, cette même technologie est tout à fait à même de l'aider à sortir d'un isolement toujours plus important. Eh bien, je n'ai jamais connu la vie sans téléphone et je ne peux qu'imaginer être très isolé sans téléphone. Là, je suis tout le temps en contact avec quelqu'un, ce qui est très pratique. Ces téléphones sur mesure ont été créés ici, en plein centre de Londres, dans un bureau de Ownphone, une société spécialisée dans l'élaboration des téléphones les plus simples possibles. Chaque appareil est adapté à son utilisateur avec des contacts préprogrammés avec photo à l'appui. Le nombre de contacts est de 12, donc assez limité. En vieillissant, les gens perdent de leur dextérité. Par exemple, les écrans tactiles peuvent être assez difficiles d'utilisation. Si vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer ou que vous ayez des problèmes avec votre mémoire, l'apprentissage de manuels difficiles, la compréhension de technologies assez complexes peut se révéler impossible. La simplicité est donc souvent la solution. Selon l'Ofcom, l'autorité de régulation des communications britannique, 82% des personnes âgées entre 65 et 74 ans au Royaume-Uni utilisent un téléphone portable. Au-delà de 75 ans, le chiffre chute à 52%. Voilà, bon, après, certaines personnes ne souhaitent pas non plus, on va dire, forcément avoir un téléphone, un portable. C'est sûr. Bon, mais après, pour ceux qui le souhaitent, ça peut être un bon compromis par rapport aux smartphones qui sont un peu trop surdéveloppés. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que ça illustre quand même une vraie tendance qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est celle de la personnalisation de nos objets, au travers notamment de la technologie de l'impression 3D. Et oui, donc cette mode arrive sur le marché des seniors. Merci Mara pour toutes ces informations. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi Élise et à la semaine prochaine. Bon week-end. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite également un bon week-end.